Il s'est passé pas mal de choses finalement Bien sûr. dans ce match. C'était plutôt sympa d'ailleurs. C'était un match plutôt Pour sympa. un match de 13h, c'était le match promo Asie, c'est ça? Promo Asie avec les noms des Donc joueurs. c'est pour ça que Lee était obligatoirement titulaire pour le business. Avec les noms des joueurs en coréen. Voilà, donc c'était parfait. Avec gros plan sur Lee à la mi-temps, c'était bien fait. Tu as vu avec Mbappé qui lui fait une petite caresse, un petit câlin. Normal, tout est prévu. Le marketing est toujours. C'est commerçant, c'est business. Voilà, exactement. Bon alors, le match a été rendu intéressant par le scénar et l'expulsion terrible de Donnarumma au bout de 10 minutes, parce que là tu te dis peut-être que le PSG peut perdre, ou au minimum ils vont être mis en difficulté. Donc déjà on peut s'arrêter quand même sur ce fait de jeu. Au bout d'un moment, ça devient quand même intenable, quoi. Tu peux pas faire 3 matchs. Enfin, est-ce qu'il y a un autre gardien? Alors bon, on va faire à l'envers. Évacuons qu'à chaque fois que ces derniers temps, il y a eu un match, les arrêts sur la ligne, il est très bon. Aucun problème. D'accord? Mais c'est pas le seul gardien qui est bon à faire des arrêts quand même. Tu vois? Mais si à chaque fois, il te coûte un but ou un truc dans un match qui te met à l'envers, ça devient intenable. Donnarumma, depuis qu'il est au PSG, dans quel autre club tu as un gardien qui a fait autant de boulettes? Si tu peux pas faire autant de boulettes, tu peux pas être aussi peu sûr de toi. Tu peux pas dire ok, au bout d'un moment on va dire ouais, ça compense, il fait plein d'arrêts, il fait plein d'exploits, il fait plein. Ok, d'accord, mais bon, il fait son métier de gardien. Les arrêts, il y a d'autres gardiens qui font des arrêts, mais lui il rajoute à ça une boulette. Et il en fait une aujourd'hui, il en fait une le match d'avant, et contre Newcastle il te met dedans parce que ça va peut-être te coûter la qualif. Tu vois, au bout d'un moment c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. En fait, il n'a pas besoin de ballon pour faire n'importe quoi avec ses pieds, vous avez remarqué. Mais non, mais c'est lourd. C'est lourd. Surtout que derrière, tu as un gamin qui rentre, qui n'a jamais joué. Honnêtement, ça fait super mal aux yeux. Et tu constates immédiatement qu'il est beaucoup plus à l'aise avec ses pieds. Arnaud Tenas, écoutez-le, tiens. Il parle en français. Il est Arnaud, pardon, il est catalan, bien sûr, vous le savez. On l'écoute. Pour moi, c'est facile. Je travaille toujours, je suis prêt pour tout. Je parlais avec l'équipe donnait avec moi très très confiance pour jouer. Et moi, travailler toujours pour être prêt. Voilà, pour moi c'est facile. Et en français. Et écoutez, il y a Onana qui a peut-être fait plus de boulettes que de Donnarumma depuis le début de la saison. Moi, ça me fait mal au cœur. Onana, il est passé de meilleur gardien du monde. Sauf l'année dernière, il était excellent. Alors que Donnarumma, tu remontes au match du Real, tu remontes au match. Enfin, c'est beaucoup. Que des gardiens des passages à vide, ça arrive. Et à tous. Même au meilleur, mais par contre là c'est plus un passage à vide, c'est un coup à la vide. Le problème c'est que lui effectivement depuis un moment, avec l'Italie c'était le barrage, la frappe de la Macédoine, le mec il tient limite du milieu de terrain, il est mal placé. Enfin, il y en a beaucoup, même cette saison, il n'y a pas, au-delà des boulettes, tu avais signalé toi Gilbert des mauvais placements sur certaines frappes là, qu'il avait pris là. Mais on se demande, effectivement, Gilbert l'a souvent dit, mais on se demande s'il n'y a pas un problème de vision. Il n'y a pas un problème de vision. Moi, ça fait des années que je dis qu'il faut qu'il ait un ophtalmo. Je ne sais pas s'il l'a fait. Moi, je vais vous dire, j'en ai rien à carrer, moi, de votre explication. Il est pour l'aider, moi. Mais j'en ai rien à foutre, moi. Il va pas venir avec des lunettes. C'est juste que tu mets quelqu'un d'autre à sa place et basta, on parle de sport de haut niveau là. Je dis pas que c'est pas l'enfant qui est au premier rang et qui voit rien et la maîtresse elle dit aux parents ramenez-le chez l'ophtalmo, il faut qu'il mette des lunettes. On a rien à cirer de son problème de vue. T'as déjà fait le test des Pac-Man? Le test des Pac-Man. Non, je suis sérieux. C'est quoi le test des Pac-Man? T'as fait les 3 jours à l'armée à l'époque? C'est vieux, mais j'ai fait, oui. Donc quand tu fais les 3 jours, tu as le test des Pac-Man. C'est-à-dire qu'on te montre un truc là avec des petits points et en fait c'est la vision en relief. Et si tu vois les Pac-Man, c'est que tu as une vision en relief. C'est-à-dire que par exemple, je te mets un mur, il y a une bosse sur le mur, tu vois la bosse. Mais quel rapport avec Donnarumma tes Pac-Man? Moi, je pense que Donnarumma, il voit pas les Pac-Man. En fait, il a un problème avec la vision en relief. Et moi, je te redis que j'en ai rien à cirer, qu'il voit rien. Il a qu'à se barrer. Et pour être complet, il va sur le banc, il regarde le match. Je te dis ça d'expérience. C'est pas possible en fait. Moi-même, j'ai pas vu les Pac-Man. Du coup, ils m'ont dit, monsieur, vous pourrez pas être chasseur alpin. Je dis très bien. Excellente nouvelle. Parce que tu voulais être chasseur alpin. Ah bah non, surtout pas, tu rigoles, tu ramassais des cailloux tout l'été. Alors pourquoi il parlait des chasseurs alpins? Parce que je venais d'une station de ski, donc il pensait que j'allais être chasseur alpin. Vrai. Et le mec, il me dit, mais du coup, vous savez pas skier, vous? Je dis, oui, c'est ça, allez, suivant. Il savait pas que tu leur mettais une raclée? Ah non, il savait pas. Bref. Aïe. Le test des Pac-Man, Donnarumma. Très bien. Voilà. En tout cas, faut le. Par contre, l'enflammade sur son remplaçant. Moi, j'ai dit mollo quand même, quoi. Le joueur, il est rentré, il a fait son match, ok, bien, il a fait 2-3 arrêts contre l'une des pires attaques de Ligue 1, peut-être la pire. Mais je te parle même pas des arrêts. Je te parle juste de l'assurance au pied, le ballon qui arrive derrière. Non, mais au pied, de toute façon, c'est sûr que tu as. Mais Donnarumma, 15 gardiens de Ligue 1 sur 20 qui sont meilleurs que Donnarumma. Le temps qu'il prend te plombe toute l'idée, puisque c'est une idée de repartir de gardien. C'est une idée de jeu.
toute l'idée de jeu, elle est plantée parce que lui, il met trop de temps. Lui, là, Arnao, là. Mais c'est vrai que la semaine du Paris Saint-Germain, que tu lui donnais un ballon, ça sortait nickel. On te dit le foot de haut niveau, c'est basique, c'est un bon gardien, un bon numéro 9. Quand tu regardes la semaine du Paris Saint-Germain, t'as pas de 9. C'est réducteur, mais n'empêche que. C'est un début, quoi. C'est une base. Voilà, c'est une base qui peut servir. Là, il y a un problème. Là, pour moi, il y a un problème de Donnarumma. C'est certain. Ça fait trop longtemps. Moi, mais alors, attendez, parce que qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Il fait des super arrêts. Vu ce qu'il a fait, il va se prendre au moins 2 matchs. Ouais. Au moins. Il va rejouer contre Dortmund. Prochain match de Donnarumma, c'est Dortmund. Moi, je suis désolé, je suis Luis Enrique. Mais putain, s'il n'a pas joué avant et qu'il te le tape direct en Ligue des Champions contre Dortmund, c'est dans 10 jours. C'est panique. Merci. C'est panique. Parce que la semaine prochaine, le PSG Nantes, ça va être Arnao qui va jouer. Laissez-moi finir ma théorie. PSG Nantes, Tenas va jouer. Luis Enrique, logiquement, il devrait faire quoi ? Il devrait faire jouer Tenas contre Dortmund. Il aura fait 2 matchs, le gars. Si le met contre Dortmund, il met un coup de fusil à Donnarumma. Et si Tenas se déchire contre Dortmund, là, t'es pas. Mais c'est la logique sportive, en fait. Non. Mais pourquoi, en fait mais tu sais qu'en fait, c'est mine de rien, c'est rarissime les gardiens qui se déchirent. Ça arrive pas souvent, un gardien qui se déchire au final. Quand tu regardes tous les matchs que tu regardes, sur la quantité qu'on regarde, même en Ligue des Champions, c'est pas souvent un gardien qui se déchire. Non, mais c'est vrai ou c'est pas vrai ? Un gardien qui fait une boulette, un gardien qui se déchire et tout. Non, mais les gardiens, ça prend des buts. Qui servent à rien, il y en a beaucoup. Non, mais les gardiens qui prennent des buts, ok, tu prends un but. Mais un gardien qui se déchire, c'est pas. Donc, partir du principe qu'il pourrait se déchirer et tout. Moi, je pars du principe que c'est rare un gardien qui se déchire. En revanche, un gardien qui fait des boulettes, le PSG en a un. On a un qui en fait régulièrement. Tu peux pas partir contre Newcastle à 0-1 parce que l'autre, sur une frappe de Poussin, il la relâche comme. C'est pas possible. C'est pas possible. Il te met dedans. Bon, alors, il y a le dossier gardien. On va suivre ce qui se passe. Attendons la suspension de Donnarumma. Je rappelle que Navas est toujours dans l'effectif. Il est blessé. Lombaire. Ouais. Non, mais là, si jamais ça, il y a la question va se poser. Les problèmes de dos, souvent. De toute façon, si Luis Enrique est allé chercher le Tenas, c'est qu'il a une idée derrière la tête. Il a le même agent, surtout. Et je pense mais il a également une idée derrière la tête. Stéphane pragmatique. Non, mais il a une idée derrière la tête parce que. Non, mais il avait quand même appelé Enrique, ce gardien-là. J'ai appris ça en écoutant le match. Donc en sélection espagnole, alors qu'il n'avait jamais joué parce que c'est la première fois qu'il jouait en pro aujourd'hui. Oui, c'est ça. Première fois qu'il jouait en pro. Il a une certaine assurance. Il avait appelé l'équipe d'Espagne. Non, mais il y a des je trouve qu'il avait une vraie assurance quand même. C'était Luis Enrique le sélectionneur. Oui. Effectivement, c'est louche là. Il n'y a rien à redire de son match. Je sais pas, c'est pas le cas. Il est peut-être excellent. Il a été champion d'Europe ou finaliste de l'Euro Espoir avec l'Espagne. Donc bon, il a pas de. Il a sans doute des choses. Il n'y a pas de nulle part. Mais bon. Alors, autre dossier maintenant. Le dossier Vitinha. Vitinha arrive, une nouvelle fois, il est extraordinaire. Mais il n'y a pas de dossier Vitinha. Mais si, il y a un dossier Vitinha. Mais il n'y a pas de dossier Vitinha. Parce qu'il joue pas, puisqu'il le met sur le mois d'août, je te dis, il est titulaire obligatoire. Mais sauf que c'est pas le cas. Donc il y a un dossier Vitinha. Dans cette équipe-là, il y a un titulaire indiscutable pour moi, il y a Mbappé. Là, non, il était titulaire aujourd'hui. Il y a Vitinha. Et je me demande si c'est pas tout. Et Hakimi. Et Hakimi. Et après, vite derrière, je ne vois pas d'alternative crédible pour l'instant à Dembélé, même si je ne suis pas tout le temps ravi de ce qu'il fait. Mais Vitinha, pour moi, c'est obligatoire. Il doit être titulaire dans ce milieu de terrain. Enfin, ce qu'il apporte, c'est quand même incroyable. Au niveau du contrôle, des passes, et puis il ajoute la frappe de balle dans un effectif. C'est rare, les frappes de balle. Mais comment on peut encore se poser la question ? Moi, je veux bien. C'est pas que Lucas Hernandez, quand même. Il est gentil, le Coréen. Mais bon. Dans l'absolu, Lucas Hernandez doit être titulaire dans l'axe. Ah, tu veux dire dans ma liste Oui, Lucas Hernandez, il doit être dans l'équipe. Voilà, il doit être dans l'équipe. Oui, bien sûr, aussi. Il n'est pas éblouissant depuis qu'il est à Paris. Non, mais il doit y être parce qu'il n'y a pas beaucoup mieux par rapport aux autres. Alors qu'il doit jouer normalement dans l'axe. Mais moi, je pensais qu'il aurait plus d'impact que ça. Moi, je trouve ça fou que Vitinha fasse débat et qu'il ne soit pas titulaire à tous les coups. C'est un joueur essentiel. Bon, petit tour sur Direct Studio pour voir un peu la tendance sur le PSG. Là, la compo de départ de Enrique, elle est introuvable. Elle est introuvable. Oui, Enrique a le même agent que Tenas, nous dit Pierrick. C'est assez banal dans le foot aujourd'hui. Oui. Ça donne pas toujours des catastrophes. Regardez aussi les boulettes de Paul Lopez, me dit Dylan. Bon, il me dit regardez aussi les boulettes de Paul Lopez. J'ai pas l'impression que Paul Lopez il est pas exemplaire à 100%, mais il est pas exemplaire, mais je vois pas faire autant de boulettes que il a pas le CV de Donnarumma ni le salaire. Exactement.
Voilà pour Paris. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir demain à l'actualité du PSG. Mais là, le temps passe, il nous reste moins de 10 minutes. Il faut qu'on parle aussi des autres matchs. J'aimerais qu'on dise un mot de Lille qui enchaîne. Mine de rien, ça n'a pas été si évident contre Metz, parce qu'il y a eu ces fameux 2 pénaux arrêtés par Chevalier. Non, mais si tu regardes, tu dis Lille 2-0 contre Metz et que tu n'as pas vu le match. Lille, moi, ce que je trouve notable dans leur première partie de saison, et franchement, je pensais que ce serait beaucoup plus compliqué pour eux, c'est qu'ils n'ont pas un effectif très riche en nombre, et notamment devant. Et ils arrivent quand même à gérer et l'Europa League où ils sont, ils sont en conférence Europa League. C'est les clubs de 4e division européenne. C'est un petit groupe. Ils ont 3 bons joueurs. Gilbert, le jeudi, tu vas jouer à Ljubljana sous l'eau et après tu peux quand même laisser des. Donc je trouve qu'ils gèrent bien leur affaire et ils montent. Moi, je trouve qu'il est bon leur effectif, même les remplaçants. Tu peux faire tourner. Là, Benjamin André jouait pas. Tu l'as lui. T'as le petit jeune là qui est pas mal. Comment il s'appelle, Boadi. T'as Cabella qui l'a joué mais qui n'a pas joué ces derniers matchs. Je trouve pas mal. Thiago Santos, bon joueur. Je trouve pas mal, moi, leur effectif. Moi, j'aime bien leur équipe. Ouais. David est là. Ils ont amélioré un point fondamental, c'est que défensivement, ils tiennent la route maintenant, ce qui n'était pas du tout le cas l'année dernière. Salut David. Salut, bonsoir After. Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel et bonsoir Stéphane. Bon, ça a tremblé cet après-midi quand même. Ouais, alors si je peux vous parler un peu, j'aimerais parler un petit peu du match, puis après plus largement de l'équipe. Le match, on fait pas un très grand match, mais on est super performant sur la première mi-temps. Ça fait plusieurs matchs qu'on gagne en première mi-temps. Je trouve qu'on a un jeu assez énergivore et c'est sûrement sur l'endurance aussi qu'on doit travailler. Après, tu le domines le match, t'as tout mieux, les frappes, les tout, t'as tout au-dessus de l'autre. À part alors c'est paradoxal parce qu'on leur donne 2 pénaltys, mais en soi ils ont pas d'occasion, on maîtrise de bout en bout et puis on arrive à être efficace en première mi-temps, donc ça c'est satisfaisant. Puis en deuxième mi-temps, j'ai l'impression que c'est un peu récurrent en ce moment où on baisse le rythme et on gère assez bien. Et ce qui est pas mal, c'est que la défense a monté de niveau par rapport à l'année dernière. Il y a l'éclosion du jeune Yoro et ça c'est satisfaisant. Après il y a eu des faits de jeu, mais ça on peut y passer assez vite. Le premier penalty, je le trouve gentil pour eux. Yoro met le pied sur le ballon, c'est rugueux, mais bon voilà quoi. C'est à l'appréciation de l'arbitre. Et après le penalty de Lille, j'ai pu entendre pendant le match qu'il était soi-disant gentil, mais moi je trouve qu'il y a poussette dans le dos, c'est dans la surface. Je trouve pas qu'il y ait beaucoup de débats. Enfin bref. Donc victoire satisfaisante. Et puis après je voulais parler un peu plus largement, c'est sur l'équipe. Je suis content de voir qu'il y a une belle progression collective par rapport à l'année dernière. Fonseca fait un super boulot. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un coach aussi bon dans le jeu. Avec l'effectif qu'on a, comme disait Stéphane, c'est vrai que je trouve que l'effectif est quand même amoindri par rapport à l'époque Galtier. Donc je trouve que ce que fait Fonseca, c'est même meilleur que ce que faisait Galtier. Et je pense que ce coach-là, il faut le verrouiller parce que je pense que c'est la clé de voûte de notre projet actuel. Donc voilà quoi. Après paradoxalement, si Lille arrive à résister aux clubs qui vont vouloir Fonseca, parce que je pense que Fonseca il a vocation, son destin, je pense, c'est d'être dans un club d'un tout autre niveau. Après il y a toujours la communication qui fait qu'il explique il s'inscrit dans le projet lillois, qu'il a ambition de faire grandir le club, il s'inscrit dans le projet lillois. L'année dernière, quand l'OM avait essayé de l'appeler, il avait quand même réfléchi avant que Olivier Létang lui dise non, tu bouges pas. Donc lui, s'il avait eu le feu vert, il serait parti. Ouais, certainement. Après, peut-être que si on fait une belle saison, qu'on réussit à se qualifier pour la Ligue des Champions, ça le motivera à nous faire une 3e saison, ce qui sera 3 saisons pour un coach de nos jours en Ligue 1, c'est quand même assez rare. Ouais, c'est vrai, c'est sûr. Mais si vous allez en Ligue des Champions, ça peut le motiver, effectivement. Oui, voilà, tu vois. Puis avec, j'allais venir là-dessus, j'allais dire si on améliore l'effectif, parce qu'il y a quand même des points à améliorer. Je trouve que le côté gauche, il est hyper léger. Cabella, cette saison, il a en manque de confiance totale. Il n'est pas du tout efficace. Cavallero, je pense qu'il est assez limité. Et Goodmanson, en latéral gauche, pareil, c'est des joueurs qui sont un peu limités à mon sens. Donc je pense que les recruteurs devraient se pencher sur le côté gauche. Puis après, évidemment, le poste de 9, où on doit se contenter du seul Jonathan David, qui même s'il marque sur le péno ce soir, je trouve qu'il est en méforme totale en ce moment. Et heureusement qu'il est supplémenté par Yazidje, qui je trouve qu'il a toujours eu un fort potentiel, mais il l'exprime enfin maintenant, et c'est un joueur ultra efficace dans les derniers gestes. Et c'est quelque chose qui nous faisait défaut, et encore aujourd'hui. Et c'est quand même la bénédiction de l'année, ce Yazidje. Ça tombe un peu du ciel parce que personne n'a compté sur lui. Ouais. Et c'est le seul qui fait ça, les bonnes dernières passes, et même devant le but, il est super efficace ce joueur.
le premier but, non, c'est pas le premier but, non, c'est l'action où Jonathan David se trouve complètement. Je veux dire, il arrive à se retourner, à taper le poteau. Enfin, c'est un joueur qui a vraiment le sens du dernier geste et même les autres joueurs offensifs l'ont pas vraiment pesé gros va, mais David, Cabella, Cavallero, c'est compliqué. Mais du coup, ouais, globalement, ça s'améliore et je suis optimiste pour la suite parce qu'il y a vraiment des points facilement améliorables, quoi. Et puis ça travaille super bien, donc voilà, quoi. Et puis, tiens, écoutons Lucas Chevalier, il parle de ces 2 pénaltys arrêtés, ce qui est assez rare pour un gardien. Les gardiens, ils font toute une carrière sans que ça leur arrive une seule fois d'arrêter 2 pénaltys dans un match. Je ne sais même pas si ça va encore arriver dans ma carrière, deux en un match. C'est bien pour la confiance, c'est bien pour la tête, et oui, forcément que je pense que ça restera une performance que j'oublierai pas. Bon, moi j'adore ce gardien, j'adore ce qu'il dégage. Voilà, je trouve que c'est vraiment. Beaucoup de grands clubs européens, regarde ce qu'il fait. Hein. Lui, il peut avoir une grande carrière. Ouais, faut peut-être pas trop s'enflammer, mais il y a 22 ans. Je trouve que pendant que Donnarumma se prépare peut-être à faire une De Gea, je sais qu'il regarde le PSG quand même. Oui, le PSG le regarde. Ouais. David, merci beaucoup. Avec plaisir. Salut David, à la prochaine. Allez, à la prochaine. Lille, on ne parle pas beaucoup d'un joueur au milieu qui est très important dans cette équipe, c'est Ben Taleb. Oui. Non, mais tu as Thiago Santos derrière Yoro, révélation. Ben Taleb, c'est bien. Yazidche, effectivement, comme tu l'as dit. Yazidche, quand il était arrivé, c'était un joueur de grande classe, sauf qu'après, mentalement, il était un peu faiblard. Il était un peu léger dans la tête, il craquait un peu. Ouais. Non, c'est son look de surfeur. Mais incontestablement, quand il est arrivé, on a tous vu que moi j'adorais ce joueur. Mais après, c'est lui qui avait coulé mentalement et qui s'était barré. Là, il revient et franchement, il est au top, quoi. Voilà pour Lille. Alors, j'aimerais quand même une petite info que je ne vous ai pas donnée tout à l'heure sur le PSG et sur Fabien Ruiz. Donc, pas de fracture, parce qu'on a craint un moment une fracture quand il est sorti, mais il ne devrait pas rejouer en 2023. Mais sauf qu'on ne sait pas ce qu'il a. Luxation de l'épaule, non? Voilà, dernière info, on parle plus de luxation ou de grosses contusions que de fracture. Donc, à voir. En tout cas, voilà. Donc, tu as perdu un mec au milieu. Un de plus. Zahir Emery. Là, de toute façon, jusqu'à Noël, tu as un match. Il y a un match qui est important. Si tu dois préserver du monde et tout, sauf que là, au milieu, puisque ce match, c'est celui contre Dortmund, tu n'as plus Ruiz. Donc, au milieu, il te reste sur Ugarte, Vitinha et tu en un troisième. Lee, Ugarte qui visiblement a un problème de cheville. Exactement. Et Lee, il ne doit pas partir en préparation de la Coupe d'Asie, celui-là? Ouais, mais peut-être après, pas maintenant. Pas Dortmund, Gilbert. Donc là, pour le milieu que tu dois avoir à Dortmund, parce qu'en face, le milieu, moi, je le trouve pas mal du tout. Attention, ça risque d'être léger quand même. Dortmund qui est allé faire match nul à Leverkusen cet après-midi. Demain. Leverkusen, il n'y a pas grand monde qui ramène des points.